C'est toujours un réel plaisir pour nous, chers téléspectateurs de Vert Pâturage Télévision, de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission exceptionnelle. Exceptionnelle, une émission qui reçoit les femmes et les femmes congolaises dans toutes ses facettes et aussi dans toutes ses catégories. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons recevoir Anaya Sakombi. C'est une femme à plusieurs casquettes, une jeune fille qui est en train d'œuvrer, qui est en train de marquer son époque. Bonjour Anaya. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Ça va bien, merci. Est-ce que dans ma présentation, j'ai oublié quelque chose? Non, pas du tout, ça va. Ça va comme ça? Ouais, ça va. Alors, bienvenue dans cette émission. Merci. Bienvenue aussi également à vous, chers téléspectateurs qui vous nous suivez. Vous êtes partout dans vos maisons en train de suivre votre émission qui vous parle de la femme déterminée, la femme qui est en train de marquer son temps, qui est en train de marquer son époque. Aujourd'hui, nous allons parler d'Anaya, comme je le disais tantôt. Elle est une femme à plusieurs casquettes. D'entrée de jeu, vous êtes trop jeune, beaucoup d'ambition, vous rêvez trop grand, vous avez déjà initié beaucoup de choses. Pouvez-vous nous parler de vous? Alors, je m'appelle Anaya Sakombi. J'évolue actuellement dans un cabinet en communication et lobbying de la place. Et en dehors de ça, si vous voulez, je coordonne un tout petit peu la fondation qui s'appelle Fleuve d'Espoir, que détient la société dans laquelle j'évolue. À part ça, je suis coordonnatrice d'événements culturels parce que, comme je l'ai dit dans ma présentation, je suis une demoiselle jeune et aussi ambitieuse. J'aime beaucoup tout ce qui est culturel. Je suis passionnée d'Afrique. Donc, j'organise avec quelques amis à moi un festival qui s'appelle Festival Africa Style, qui veut promouvoir les initiatives africaines et quelque part aussi encourager les entrepreneurs locaux qui ne sont pas suffisamment promus, que ce soit sur la scène nationale qu'internationale. Et en dehors de ça, je suis initiatrice d'une toute nouvelle action qui s'appelle Action Méritocratie, qui se veut d'encourager le mérite de chaque personne dans le service public, dépendamment de leur poste ou du domaine dans lequel ils évoluent. Tout ça, pourquoi? Parce que je remarque qu'ici, à Kinshasa, dans mon pays, la valorisation du métier de la personne n'est pas suffisamment promue. Et les personnes en soi qui sont honnêtes, qui arrivent à se démarquer par leur intégrité, leur façon d'être, leur éthique, ne sont pas suffisamment revalorisées. Donc l'idée, c'est d'encourager ce genre de personnes dans leurs initiatives, leur encourager à demeurer intègres. Ce serait une manière aussi de contrebalancer contre les valeurs négatives qui pilulent en fait presque toutes les institutions de l'État, quoi. Bien parlé, vraiment vous rêvez grand, vous êtes ambitieuse comme je disais tantôt là, mais bien avant de continuer cette émission, nous allons retourner du côté de la technique, demander un peu votre portrait, savoir un peu qui est Anaya. Née à Kinshasa, Amaya Sakombi est licenciée en Business Administration au Leadership Academia University. Actuellement assistante administrative dans un cabinet conseil en communication et lobbying de Kinshasa, Amaya Sakombi est également coordonnatrice d'une fondation se trouvant au sein de la même société. Passionnée d'Afrique et de sa culture, Amaya œuvre dans la promotion d'événements culturels où elle en a organisé la 3e édition du festival Africa Style, dont le but était de promouvoir la diversité culturelle par les biais de quelques entrepreneurs congolais afin d'encourager la conservation locale et sauvegarder les valeurs africaines qui, depuis la nuit des temps, constituent notre identité tant sur les plans national qu'international. Femme à plusieurs casquettes, Amaya Sakombi évolue aussi dans les sociales, d'où ses nombreux engagements aux jeunes ambassadeurs d'Afrique, une association sans but lucratif qui se veut montrer une autre image de l'Afrique que celle que renvoient les médias occidentaux et aussi promouvoir l'intégration des enfants dans la société afin de découvrir leurs mérites et valeurs. Merci beaucoup à la technique pour ces portraits riches. Alors j'aimerais un peu savoir, Anaya, qu'est-ce qui vous motive? Ce qui me motive, c'est premièrement... on ne peut qu'exercer, comme j'aime bien dire, ce pourquoi l'on est passionné. Donc, ce qui me motive, c'est d'apporter un plus à mon niveau, que ce soit un film ou pas assez portant, vu au tout début. Le début, c'est assez délicat. Ce qui me motive, c'est que j'aimerais apporter un changement. Ce qui me motive, c'est je ne sais pas si je dois appeler ça
le manque de courage ou le fait que certaines personnes attendent toujours que tout vienne du haut niveau. Certaines personnes se plaignent du pays, se plaignent de la jeunesse, se plaignent de presque tout, mais sans pour autant se dire qu'est-ce que moi, à mon niveau, je peux apporter comme plus. Qu'est-ce que moi, à mon niveau, je peux emmener comme changement, à part le fait de se plaindre. En fait, ma motivation part des plaintes inactives pour voilà, donner ce peps-là aux autres, de dire mais pourquoi se plaindre? Il faut agir, il faut commencer quelque part. On ne peut pas continuer à attendre. Ça n'emmène aucune solution. Il faut agir, aussi petit que soit son niveau d'action. On commence toujours quelque part. Et si votre action est bonne, on peut être sûr que vous serez accompagné dans votre vision. Je comprends bien. Ma motivation, en fait, elle part de mon environnement. Je vois ce qui me dérange dans l'environnement. Tout à fait. Plutôt que de rester là à attendre, sans rien faire, j'agis, je commence à mon niveau, dépendamment du secteur dans lequel j'évolue. Comme j'ai dit, j'aime bien tout ce qui est culturel, tout ce qui est social. J'aime œuvrer dans ce domaine-là. Et bien, j'agis dans les deux domaines pour éviter justement d'observer. Voilà, donc quelque part vous avez dit que dans vos speeches, vous avez dit que vous aimez beaucoup les sociales, vous évoluez dans les sociales. Alors j'aimerais un peu savoir pourquoi cette passion pour les sociales. Alors pourquoi cette passion pour le social? Ça part de mon âme en fait. J'ai toujours eu l'âme bénévole, l'âme très portée sur les autres, la solidarité, l'entraide. Parce que c'est une manière pour moi, non seulement de par l'éducation reçue que de ma mère, de toujours aider au mieux que l'on peut. C'est aussi une manière pour moi de participer tant soit peu à éradiquer les maux que certaines personnes vivent, leur donner cet amour-là qu'ils n'ont peut-être pas reçu. D'où dans le social, en fait, ce que j'aime, c'est surtout les actions portées sur les autres. Parce qu'en étant porté sur les autres, c'est une manière d'alléger leur peine, leur souffrance. Vous serez choqués, je ne sais pas si vous faites souvent des descentes dans les orphelinats. Une fois que vous vous plongez dans l'aspect de la vie de ces personnes-là, automatiquement, on ne peut qu'être ému. On se dit, mais on prend conscience de la grâce que nous, on a, de ne pas se retrouver dans cette condition-là. Automatiquement, on sent une certaine responsabilité face à ces gens-là, se dire que oui, mais moi, si ce que j'ai, c'est immérité, c'est une grâce de Dieu, pourquoi pas, avec ce que j'ai, aider les autres du mieux que je peux. Je ne demande pas de résoudre tous les maux, mais c'est voilà, redonner sourire quelque part à ces personnes-là. Et pour moi, ça me procure un bien fou. Donc c'est comme ça que je continue à le faire. Autant que je pourrais, je continuerai à le faire. Je pourrais au moins savoir le profil d'Anaya. C'est quoi le profil que vous faites? Parce que quelque part, vous avez parlé du bénévole, tendance à aider, à assister. Alors, c'est quoi votre profil? Alors, je ne dirais pas que je suis philanthrope, parce que pour être philanthrope, faut arriver à un certain niveau de sa vie, avoir des moyens. Moi, je me cherche encore. Je suis une jeune demoiselle qui se cherche encore. Alors, j'ai un profil d'une personne qui se voit bien œuvrer dans tout ce qui est caritatif, des grandes ONG, si pas nationales, internationales, aller répandre à gauche, ailleurs, à gauche ou à droite, dans tous les quatre coins du monde, aux problématiques que certaines personnes rencontrent, mais aussi quelque part, comme j'aime beaucoup tout ce qui est artistique africain, pourquoi pas organiser des événements culturels où on retrouverait justement ce monde, ces personnes défavorisées, avec qui se réjouir. Donc j'ai un profil, comme vous avez dit au début, c'est multicasque. Donc c'est social, c'est culturel, c'est politique. J'ai du mal à me recadrer pour le moment, mais c'est vrai que le social prend une grande partie de la place dans toutes mes actions. Et je pourrais au moins savoir, quelqu'un m'a dit que vous avez œuvré aussi dans le leadership. Ouais. Alors, comment est-ce que vous définissez ça? Alors, le leadership, c'est être à même de premièrement posséder une vision et être à même de concrétiser cette vision en emmenant dans sa vision
les personnes qu'il faille dans la direction de ce que l'on se projette, dans la direction qui va dans le sens de ce que l'on projette. Donc, c'est être à même de conduire, de diriger et aussi d'inspirer. Parce que le leadership, c'est surtout l'inspiration. On ne peut pas être un leader, c'est-à-dire être à la tête d'un troupeau, sans pour autant inspirer ce troupeau-là et sans pour autant surtout collaborer en équipe avec ces personnes-là. Donc, souvent, dans les actions où on m'invite à intervenir, je définis ce leadership-là, c'est dans ma manière de communiquer avec l'audience en face de moi, de les inspirer, de mettre à leur place pour qu'ils trouvent en moi quelque chose d'attrayant, de conseillant, de révélateur, qui puisse même, pourquoi pas, déclencher un déclic sur leurs aspirations personnelles. Est-ce que vous pensez que le leadership et les pouvoirs nécessitent des sacrifices? Oui, absolument. Ça exemple, nécessitera de ton temps, ça nécessitera de ton temps, ton énergie, de la réflexion, trouver des gens qui soient à même de saisir ta vision, de la partager et aussi de la conduire telle que toi tu aimerais. C'est un sacrifice, surtout en temps en fait. C'est vraiment le temps qu'il faut. Et dans tout ce qu'on aime, automatiquement on accorde du temps. Anaya aime beaucoup l'Afrique et aussi pour la culture. Ouais. C'est ça, ouais, parce que vous avez bien dit, ça. vous aimez beaucoup la culture, vous aimez aussi beaucoup l'Afrique. Ouais. Alors, j'aimerais un peu savoir cette passion. D'où est venue cette passion pour la culture, pour l'Afrique? Alors, cette passion de l'Afrique, je dirais, c'est venu de mon entourage. Toujours mais de ton pas seulement de entourage? mon entourage, mais cette fois-ci de ma manière à moi de porter l'Afrique. Premièrement, c'est venu de mon style. C'est-à-dire, dans mon style, à un moment donné, dans tout ce que je fais, il y a toujours une touche africaine. Et que quand je voyais les gens autour de moi s'y plaire, me demander, oui, mais où t'as acheté cette boucle d'oreille en pagne ou ton motif Mais en aujourd'hui, pagne? vous avez fait l'exception, parce que vous aimez beaucoup l'Afrique et la culture, mais en vous regardant comme j'ai ça, des tresses je ne à sais pas, parce que les l'africaine. téléspectateurs qui nous suivent, ils sont quand même d'accord avec moi, chers Oui, fans. ils sont d'accord, mais je ne sais pas si vous connaissez d'Afrique. l'histoire. Oui, les tresses, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du tresse africain. Ce ne sont pas des tresses africaines? Mais oui, l'histoire du tresse, de la chevelure africaine, c'est purement venu de l'Afrique ancienne, avec nos mamans à l'époque. Moi, je croyais Vous, par contre, je croyais 100% occidental. Moi, je croyais avec vous votre voir en tissage. nappy. Je suis noire, ça dit déjà beaucoup. C'est vrai que je suis nappy, Oui. mais entre-temps, comme porter son cheveu afro nécessite beaucoup d'entretien, Oui. et vu mon travail, la densité de mon travail, ce qui fait que je préfère être avec les tresses africaines qui sont faciles à modeler, plutôt que mon cheveu, mon cuir qui nécessite des soins, qui me prend des heures des fois le matin, et c'est pas évident quand tu dois être au travail à 8 heures et que tu dois prendre soin de ta belle touffe. À un moment donné, il faut choisir. Hein. Soit tu choisis ce qui te paye, et de ce qui va te payer, tu pourras continuer à coiffer ton cheveu. Donc, ma passion pour l'Afrique est partie de son histoire, de savoir qu'en Afrique, on a eu des empires qui ont été dirigés par des femmes, des femmes combattantes, comme on en voit aujourd'hui, et ça me plaît. C'est de se dire que oui, c'est inspirant quand tu vois qu'en Afrique, on a eu des mathématiques, on a eu des professeurs de mathématiques. Anaya, c'est de vous avez l'Afrique. cité quelques femmes. Il y a les femmes, il y a les hommes. J'ai dit, par exemple, on a plusieurs inventions. Après, aujourd'hui, par exemple, il y a un militant africain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Kémy Séba, qui lui, en fait, qui est dans la lutte, c'est un panafricain hors pair, qui est vraiment, pour le moment, il est très axé sur la lutte contre le franc CFA. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous savez que le franc CFA, en fait, c'est une monnaie qui n'est pas produite en Afrique, quoique une monnaie africaine, mais qui est produite en Europe. Et c'est inacceptable qu'on détienne la production d'une monnaie qui est purement liée à l'Afrique, sachant que l'argent, la monnaie, c'est le pouvoir d'un peuple, ça représente quelque part l'influence. Et c'est inacceptable de savoir qu'en fait, qu'on soit dirigé, que la production d'une monnaie puisse être faite ailleurs, en dehors d'un continent. Toutes ces raisons-là font que vous aimez beaucoup l'Afrique. Il y a toutes ces raisons-là, il y a l'histoire africaine qui me passionne, il y a la mode, il y a les artistes africains, il y a
c'est tout ça là qui fait que je sois passionnée, mais ça part de mon identité surtout. Que je suis africaine, je me vois mal aimer l'Europe. D'accord, je vois. En étant passionnée de cette culture, avez-vous pu réaliser quelques projets qui ont tendance avec la culture africaine? Oui. Si oui, on peut les savoir. Oui, avec un groupe d'amis, on organise, comme j'ai dit au tout début, un festival sur la mode africaine. Vous avez eu déjà organisé quelque chose, quelques projets déjà réalisés? Moi, personnellement, non. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, je travaille toujours en solidarité. C'est vrai que j'ai déjà eu assisté à des activités culturelles, mais comme je suis très portée sur l'esprit de groupe, ensemble avec des amis, on a monté une société qui se veut de promouvoir les initiatives africaines. Cette société-là s'appelle Africa Style. Africa Style, Sarl, organise des événements à caractère culturel qui rallient un peu et la mode, et l'histoire, et tout ce qui est africain, mais partant de sa jeunesse. Donc on veut montrer l'originalité de la jeunesse africaine par sa créativité. Mais on a déjà assisté, si je ne me trompe pas, à une énième édition de ces festivals. Cette année, on a organisé la 3e édition. Et vous étiez partisante? Oui, j'étais partie. Enfin, j'ai coordonné ce festival-là en termes de... si vous voulez, j'étais celle qui était chargée des relations publiques et c'est moi qui, avec mes contacts, j'ai essayé de ramener quelques partenaires pour dire voilà ce que la jeunesse est à même de faire et vous devez soutenir ce que la jeunesse fait. Alors, actuellement, en RD Congo, on a un sérieux problème. Il y a la jeune fille qui espère étudier, mais certains d'entre eux n'ont pas cette possibilité. Est-ce que cette jeune fille qui n'a pas étudié pour pouvoir se valoriser peut espérer un de ces 4 matins devenir quelqu'un dans ce pays? C'est possible? Oui, bien sûr. Le parcours scolaire n'est qu'un plus de l'éducation qu'on reçoit déjà au niveau du foyer, c'est-à-dire de la famille restreinte. Mais non, après, heureusement, avec cette mesure qui veut que l'enseignement soit gratuit, je pense que ces jeunes filles-là ont toutes les opportunités devant elles de pouvoir accéder à une éducation de base pour pouvoir se projeter un jour. Et aussi, oui, rien n'est impossible. Tout part de la motivation personnelle. Et aussi, ces jeunes filles-là, quoique incapables de pouvoir accéder aux études, au milieu scolaire, oui. ne peuvent pas baisser les bras parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs modèles. Le problème, ce qui se passe ici aujourd'hui en RDC, c'est qu'on n'a pas beaucoup de modèles auxquels ces filles-là peuvent s'identifier. Je suis très heureuse parce qu'il y a certaines structures qui organisent, comme Jeune Ambassadeur d'Afrique, qui organisent des campagnes où on vient au milieu défavorisé avec des femmes qui inspirent, des femmes qui ont eu à poser des actions concrètes dans la société pour transmettre leur savoir, leur connaissance à ces jeunes filles-là, de sorte que ces jeunes filles puissent s'identifier. Donc ça, c'est déjà un pas, parce qu'on quitte, on quitte certes le milieu scolaire pour rentrer dans la pratique. Donc ces jeunes filles-là, confrontées à ces femmes qui sont des visages, des modèles, peuvent s'entretenir avec, poser des questions, ensuite se projeter. Vous êtes déjà un modèle pour ces jeunes filles qui vous regardent à cet instant et disent non, tiens, en tout cas, je me reste comme Anaya. Oui. C'est vraiment une opportunité. Alors, nous allons un peu parler de l'association. Quelque part, vous œuvrez. Vous êtes en train de gérer, je ne sais pas moi, une association. Parlez-nous un peu de cette association. Alors, en fait, je ne la gère pas toute seule. On est plusieurs, mais je coordonne une partie de la fondation qui s'appelle Fleuve d'Espoir. Si tout va bien, en début janvier, on est en train d'organiser... Non, mais pourquoi d'abord les titres Fleuve d'Espoir? Fleuve d'Espoir, pourquoi? Parce que ça part d'une déclinaison. Quand on voit le fleuve, de par sa couleur, un peu, on voit... Le vert, on voit un peu l'espoir quand on décline tout ça. Et on se dit que par l'espoir, quand on redonne aux autres, on leur donne la capacité de croire en eux et de croire en la vie. Donc Fleuve d'Espoir, c'est une manière de dire aux gens qu'il y a de l'espérance, que rien n'est perdu.
qu'on peut toujours se projeter, on peut toujours attendre du positif de la vie, plutôt que de se morfondre dans tout ce qui est négatif, dans la lamentation. Donc Fleuve d'espoir, c'est faire sourire, c'est transmettre... faire sourire, transmettre une espérance qu'on a perdue quelque part. Je vois. Et voilà. Et il y a des objectifs que vous êtes en train, ou bien des objectifs poursuivis dans cette association? Oui, cette association poursuit 4 objectifs parce qu'elle œuvre dans le domaine de l'éducation, la culture, la santé et l'agriculture. Donc on intervient dans ces 4 domaines-là. On pose beaucoup des actions en province, surtout dans le domaine de la santé et de l'éducation, qui sont 2 domaines vraiment primordiaux du pays, quoi. Et au sein de la société, vous assumez quelle responsabilité? En fait, je suis dans le département exécutif. Donc, je suis très axée sur tout ce qui est exécution des domaines d'intervention dans lequel on œuvre, quoi. Vous avez été choisi pour ces postes, ou bien vous vous êtes senti capable d'être du côté exécution ou exécutif? En fait, l'un n'exclut pas l'autre. J'ai atterri là. Pourquoi? Parce que la société déjà dans laquelle j'évolue détient cette fondation. Oui. Et automatiquement, à partir du moment où je travaille pour cette société, je suis... ça découle, quoi. Ça découle parce que si la société détient la fondation, les activités qu'organisera cette fondation, automatiquement, je me sens liée. Donc, ça a un effet le tout se suit, quoi. C'est un entraînement successif. Responsable, bosseuse, déterminée, dynamique. C'est quoi votre secret? Sur quoi est-ce que vous basez votre réussite? Dire que j'ai réussi totalement, non, mais c'est quand même une réussite gérée. Oui, c'est une réussite, plus une fierté aussi. Surtout que lorsqu'on se lance un défi, quand on organise, qu'on analyse à mi-parcours d'où l'on vient et ce qu'on devient, c'est une fierté. Oui. Maintenant, après, dire que j'ai un secret, je ne pense pas, mais par contre, c'est un engagement. C'est, comme j'ai dit, ça part de mon environnement qui est révoltant. Et quand je vois tout ça, je me sens investie d'une responsabilité. Je dirais mon secret, c'est cette responsabilité que j'ai vis-à-vis des personnes que j'ai en face. La population, nos jeunes frères et sœurs. Donc, quand tu es investi d'une responsabilité, c'est comme un aîné. Un aîné, il naît, mais il n'a pas demandé à être aîné d'une famille. Automatiquement, il se sent investi d'une responsabilité vis-à-vis de ceux qui viendront après lui. Donc, c'est un peu ça. J'ai retenu quelque chose de très important. Vous avez parlé de l'environnement qui est révoltant. Ouais. Alors, sur ce, j'aimerais un peu vous poser une question par rapport à la jeune fille congolaise. Ouais. Quels sont les défis que cette jeune fille doit relever, selon vous, en priorité? En priorité, je dirais que le premier défi que la jeune fille congolaise doit relever sont liés à sa personne. Parce qu'aujourd'hui, on reflète tellement une image dévalorisante de la jeune fille. Et encore l'une des actions pour lesquelles j'ai été conviée par l'ONG Une jeune fille, un avenir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un moment donné du phénomène Oudjana qui sévissait. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une dépravation des mœurs innommable. Donc aujourd'hui, le défi de la jeune fille, c'est lié plus à sa personne. Elle doit pouvoir se donner les moyens de racheter l'image dévalorisante aujourd'hui que certains hommes, je ne dis pas tous, renverraient, et aussi les médias. Vous êtes du domaine des médias. Tout à fait. Les médias aujourd'hui reflètent une image tellement rabaissante. Si vous voulez, j'ai l'impression que des fois, il faut qu'il y ait un mouvement négatif comme le phénomène Oudjana pour que vous, les médias, plutôt que de penser à détruire cette image, vous, ce que vous faites la plupart, c'est médiatiser cela, mais sans pour autant apporter une solution. Êtes-vous sûr de ce que vous êtes en train de dire? En tout cas, parce moi, que là, il y a des femmes des médias aussi qui vous suivent. Elles diront peut-être que non, tiens, nous allons revenir sur ce plateau. Et c'est un peu de créer un débat. Malheureusement, ça c'est une émission qui ne crée pas de débat. Je dis que les médias amplifient un tout petit peu. Pourquoi?
Parce qu'en relayant, moi je ne vois pas, en tout cas à ma connaissance, je n'ai pas vu, si ce n'est que des ONG qui, elles, ayant pris conscience de ce phénomène qui était dévalorisant, sont allées vers certains médias. Je parle particulièrement, on est dans le contexte du phénomène Oudjana. Oui, oui. On en parlait, mais je n'ai pas vu une action qui s'est levée pour, dans les médias. C'est vrai, on nous disait oui, il faut mettre fin. Mais c'est-à-dire en mettant fin... Il faut dénoncer. On ne dénonçait pas suffisamment, mais il y a des associations, il y a il y a des ONG. C'est pour ça que je dis qu'il a fallu que des ONG viennent vers ces médias-là pour trouver une solution. Parce que les médias se contentaient de parler de ce phénomène sans pour autant y remédier dans son fond. Dire peut-être une partie, ça serait une bonne chose, parce que oui, nous, ici, à Vert Pâturage, nous sommes une chaîne basée sur les valeurs chrétiennes. On dit tout haut s'il faut dire tout haut. Et ça, c'est bien. Tout bas quand il faut les dire tout bas. Pas tous les Donc médias nous prenons pour des bonnes choses, pour des valeurs morales, pour que tout aille de l'avant. C'est ça vraiment notre objectif au sein de cette chaîne. Alors, très bien. Et sachez que lorsque vous êtes en train de parler des phénomènes Oudjana, nous sommes très ravis parce qu'actuellement, on a remarqué, ça a diminué, ça a un peu rabaissé. Et il y a dernièrement, je vis des femmes avec qui nous sommes en train de travailler ensemble. Ouais. Bientôt, là, il y aura des événements qui vont dénoncer aussi des viols faits aux jeunes filles, parce qu'on en a marre, dans les provinces, tout comme ici à Kinshasa, il y a des jeunes filles qui se plaignent, ils disent que non, nous sommes violées, mais sur place, là, c'est comme si on ne réagit pas. Il y a vraiment une ONG qui travaille en association avec les femmes des médias, qui vont essayer un peu de dénoncer. Il y aura une marche bientôt là, qui vont essayer un peu de dire non, on est fatigué, nous ne voulons plus ça. Mais permettez quand même que nous puissions continuer. Vous avez dit que les femmes congolaises, les jeunes filles congolaises ont plusieurs défis. Alors, le premier défi, c'est lié à sa personne. Elle doit pouvoir racheter en fait l'image dévalorisante que la plupart ont aujourd'hui sur la jeune fille. Très bien. Des filles trop faciles, des filles qui n'ont Dieu que pour du matériel. Et le second défi, c'est lié à son identité, sa personne, sa culture, son éducation. Moi, je pense que la jeune fille aujourd'hui, elle a toutes les possibilités devant elle de conquérir les choses, les armes dont elle a besoin pour son épanouissement. Tout est à sa portée de main et tout doit pouvoir partir de sa volonté. Qu'est-ce qu'elle veut? À quoi est-ce qu'elle s'attend? Où elle se voit. Tout ça là, ça part d'un questionnement, d'une introspection personnelle. Donc elle doit pouvoir faire une prise de conscience d'elle-même. Et seulement là, elle peut pouvoir, sur base de cette prise de conscience, se projeter et s'inspirer de ce qui la révolte, elle, personnellement, pour pouvoir apporter une solution à cette révolte. Donc aujourd'hui, la jeune fille a toutes les possibilités, elle a tout devant elle et c'est à elle de se donner, de s'armer, de se donner les moyens dont elle a besoin pour conquérir, voilà. Quand je suis en train de vous regarder, j'ai envie de dire que tout va mieux, tout va bien. Je ne sais pas si je me suis trompée ou si ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas jusqu'à présent dans votre vision? Dire que ce qui ne marche pas dans ma vision... Mais vous êtes d'accord avec moi quand je dis que tout va bien? Oui, tout va bien, mais seulement ce que je déplore aujourd'hui, quand je vais partir de mon expérience personnelle, c'est que dans certaines actions que la jeunesse pose, elle n'est pas suffisamment accompagnée, elle n'est pas suffisamment soutenue. Par exemple, là, j'ai parlé d'une action que j'ai initiée, l'action méritocratie, où je veux vraiment que les personnes méritantes, honnêtes, qui ont une éthique intègre dans leur domaine d'activité. C'est une autre action que vous êtes en train de mener sur le terrain. C'est une autre action qui va prendre forme bientôt. Fleuve d'espoir, c'est lié à la société dans laquelle j'évolue. Fleuve d'espoir ne m'appartient pas. Et la méritocratie vous appartient? L'action méritocratie, c'est une action que j'initie. Ça parle de quoi au juste? C'est une action qui veut encourager les bonnes œuvres, les bonnes actions. Et en même temps aussi instaurer la culture de la reconnaissance du métier d'autrui. D'où la méritocratie. D'où mon action qui a débuté avec un monsieur roulage sur le croisement Lukusa, dont j'ai été à la rencontre, interviewée pour
voilà, faire parler de lui. Pourquoi faire parler de lui? Parce que sur les réseaux sociaux, si vous tapez, il s'appelle Monsieur Jean-Pierre Béat. Ce monsieur est vraiment très apprécié de par son intégrité, un monsieur très chaleureux qui se démarque. Il est là jusqu'à présent? Oui, il est là jusqu'à présent. Il a été roulage depuis 1997. Okay. Donc, il a été roulage sous Mobutu, quand il a été sous Kabila et même sur le régime actuel. Mais ce monsieur, dites-vous bien que depuis qu'il exerce sa profession, quoique intègre, n'a jamais bénéficié d'une prime, d'un quelconque mérite auprès des institutions tutelles qui œuvrent dans le service public. Et je trouve ça dommage. D'où l'idée derrière cette action, c'est de récompenser les personnes qui s'avèrent Tout est parti de là. Évoluer. Pardon? Tout est parti de là. Donc, je me dis, étant donné que la culture de la méritocratie n'est pas suffisamment instaurée, elle devrait être promue. Et pour être promue, comme je dis, il ne faut pas attendre que les choses viennent d'en haut. Moi, en tant que jeune fille, qu'est-ce que je fais pour que ces personnes soient promues? Rien. D'où je me suis dit, il faut agir. Je suis allée vers ce monsieur, je veux initier cette action pour récompenser les personnes qui se diffèrent, qui se démarquent par leur intégrité, honnêteté, dans le service public et pourquoi pas même dans le privé. Et ça touche à tout type de personnes parce que je vais dans l'idée selon laquelle il n'existe pas de saut métier. Il n'existe que des sauts genres. Aujourd'hui, si vous, Madame Cosette, vous exercez votre métier et vous ne vous sentez pas suffisamment respectée pour ce que vous faites, quelque part, vous serez frustré. Bien sûr. Donc, l'encouragement collectif entraîne la démarcation de chacun. Et pour que chacun se sente démarqué, il faut qu'on commence par respecter son travail, reconnaître le mérite de son travail et aussi encourager son intégrité. C'est une manière aussi de contrebalancer vis-à-vis de ceux qui font du mal. Quand on vous récompense, automatiquement, ceux qui font du mal se disent quoi? Ah, mais pourquoi pas? On devrait changer de vision, nous aussi, si on veut aspirer à être respecté et revalorisé. Tout à fait. En tout cas, moi, je crois que Nathalie Tatama, c'est une des collègues dans son émission Un Nouveau Jour, va essayer un peu de contacter ces messieurs-là et puis pourquoi pas l'interviewer, l'interviewer et puis parler de lui. Ça sera vraiment d'une grande importance pour que les gens ou les téléspectateurs aient au moins l'idée de la personne. Voilà, nous continuons dans cette émission. Chers téléspectateurs, je disais que nous sommes en train de parler de Anaya Sakombi. C'est une jeune fille exceptionnelle qui a plusieurs casquettes. En tout cas, vous l'avez su, vous l'avez découvert. Nous sommes en train de continuer cette émission. Alors, j'aimerais un peu savoir le modèle. Qui est votre modèle de vie? Quelqu'un vous a inspiré? Alors, mon premier modèle de vie, je ne vous cache pas, c'est ma mère. C'est une femme tout aussi multicasque que moi. Elle est toujours là? Oui, oui. Et très combattante, c'est-à-dire devant elle, rien n'est impossible. Et comme elle l'a toujours dit, même la Bible le dit. C'est injuste. Moi, je croyais même que tu allais dire c'est papa, parce que souvent, il y a des dames qui passent dans ces plateaux et disent que non, là, c'était mon père qui était comme ça. Mon père aussi m'inspire à un certain niveau, mais c'est plus ma mère qui m'a inspirée depuis toute petite. Elle s'est toujours battue pour le bien de sa maisonnée. Et elle nous a toujours dit, quand tu crois à quelque chose et que tu saisis, en fait, aussi petite que soit ta destinée ou ta foi, comme un grain de sénévé, rien n'est impossible si tu allies Dieu dans ça. Amen. Et de ce qu'elle m'a dit, j'ai fait mienne sa pensée. Et aujourd'hui, dans tout ce que j'accomplis, comme je vous dis, rien n'est impossible. Je réussis dans tout ce que je fais. Elle s'appelle comment encore là? Charline. Charline Mukuna. Ouais. Bravo maman, parce que vous êtes en train de voir l'œuvre que vous avez créée. Il y a les femmes africaines de l'histoire, il y a Myriam Makeba. Là, vous me poussez directement à parler aussi de la... Vous aimez beaucoup la politique? Vous aimez aussi la politique? J'aime la politique, dire beaucoup, c'est trop dire. Et c'est quoi votre modèle dans la politique? Il y a Madame Janine qui aujourd'hui, Mabunda, elle m'inspire beaucoup. Il y a aussi dans l'histoire, dire qu'elle m'inspire, je dirais sa bravoure de Madame Janine d'accéder à la tête de l'Assemblée nationale. C'est un parcours, quand vous lisez son parcours, c'est encourager des femmes comme ça. De même que la dame qui a été nommée maintenant au ministère des Affaires étrangères. Oui. Quand on voit tout ça, les femmes qui créent des voies et moyens pour qu'aujourd'hui elles accèdent au même titre que les hommes à un certain niveau des postes,
ça ne peut qu'inspirer. Je vois alors, tout à l'heure vous avez parlé de Madame la Présidente Janine Mabunda. Quelque part, il y a cela de mois. La dame avait fait un appel aux autorités, au président africain de soutenir les femmes au poste des grandes responsabilités. Alors par rapport à cet appel, vous avez un mot? C'est un appel excellent et encore, j'aimerais bien que ça aboutisse. Parce que des fois, les bonnes actions, vous serez d'accord avec nous, sont souvent combattues. Donc je trouve que c'est un très bel appel et j'espère vraiment que ça aura des résultats escomptés parce que la femme aujourd'hui doit pouvoir... elle doit pouvoir Je comprends. être reconnue et être revalorisée pour oui. ce qu'elle fait. Elle n'est pas un sexe faible. Tout à fait. Et comme je le dis à qui veut l'entendre partout quand je passe à des émissions, privilégier les hommes par rapport aux femmes, moi je trouve ça dommage parce qu'aujourd'hui, au même niveau de compétitivité, la femme, elle peut. Et comme je dis, le cerveau humain n'a pas de sexe. Je n'aimerais pas parler de la parité, en tout cas là je vous épargne du sujet, vu le temps, mais j'aimerais un peu savoir si Anaya a d'autres perspectives par rapport au projet actuel. Vous avez parlé de la méritocratie, il y a d'autres perspectives en cours? Je vous en dirai plus le moment venu. Mais vous pouvez nous mettre déjà une puce à l'oreille? Je préfère pas, mais je vous en dirai plus. Sachez juste qu'on va militer pour que les personnes intègres puissent être aujourd'hui primées pour ce qu'elles font, pour leur travail, reconnaître le mérite pour ce qu'elles font. Et bientôt, vous entendrez parler un peu de mon passage à travers d'autres médias aussi. Vous êtes dans beaucoup de choses, alors j'aimerais un peu savoir comment arrivez-vous à harmoniser votre temps en étant trop engagé? Alors, c'est vrai que c'est dur, mais tout est question de discipline. Tout doit partir de la discipline personnelle de la personne et aussi de son target. Quelle date on s'est fixé pour atteindre tel objectif. Donc, il faut une discipline, il faut une volonté et il faut de l'amour dans ce qu'on fait. C'est vrai que c'est pas facile, mais je fais au mieux. J'ai pas le choix pour le moment. Une phrase, une devise qui vous guide dans vos actions? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, à celui qui a foi, il peut tout. Il n'y a rien qui soit insurmontable pour une personne qui a foi en sa personne, qui a foi en ses rêves, peu importe ce que les autres peuvent dire. De toute façon, dans toutes les grandes actions, aujourd'hui, les grandes de ce monde ont eu à être combattues. Oui. On a eu du mal à saisir leur vision. Mais une fois que cela a pris forme, aujourd'hui on en parle, c'est des personnes inspirantes, donc il ne faut jamais baisser les bras. Je vois, donc la phrase que moi je dois retenir, il ne faut jamais baisser les bras. Jamais baisser les bras pour conquérir ce à quoi on aspire, ce à quoi on aimerait un jour voir être réalisable. Jamais baisser les... Il faut toujours se projeter et saisir fortement sa vision en soi, se dire que j'ai cette vision, Dieu donnera la provision. Et dans toute vision, souvent, il faut éviter de rallier plusieurs personnes. Des fois, quand tu as ta vision, il faut être seul. Il faut être seul parce qu'on parlait des fois, on ne sait pas à qui on parle. La personne en face de soi, on ne connaît pas son cœur. Donc, il faut toujours, quand tu as une vision, tu la nourris seul. Et seulement à partir du moment où quand tu sais qu'au niveau de l'action, ce sera concrétisable, c'est à ce moment-là que tu choisis les personnes avec qui tu vas travailler. Il y a des femmes qui ont des visions, qui ont beaucoup d'expérience, mais souvent elles n'arrivent pas ou elles refusent de partager leur vision, leur expérience aux autres femmes, aux autres jeunes filles. Alors j'espère bien que ce n'est pas le cas pour vous. Je ne savais pas qu'il y avait des femmes comme ça. Si, il y a des femmes un peu trop égoïstes et ils ont des expériences. Ils ont vraiment beaucoup doté de sagesse, de projets, mais elles gardent ça pour eux. Alors, moi, je n'espère pas que c'est le cas pour vous. Non, pas du tout. Je trouve ça dommage d'avoir autant de facultés, autant de choses à donner aux autres et de garder ça pour soi. Aujourd'hui, si ces personnes-là meurent, qu'est-ce qu'elles auront laissé comme héritage? On a toujours un héritage à léguer aussi. On a toujours cette image de ce que l'on veut. Comment est-ce qu'on voudrait que les gens se souviennent de nous? Alors, si toi, tu ne veux pas créer des souvenirs ou transmettre ce que tu as, ça ne sert à rien.
Si ces femmes-là existent, je suis désolée, mais ça ne sert à rien. Ça, c'est bien. Alors, nous allons terminer cette émission, mais j'aimerais vous poser une question très ouverte. Vous avez le droit de répondre par oui ou non. Okay. Au moins, les gens, les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent vont comprendre que j'ai quand même à poser cette question. Okay. Anaya Sakombi, à quel âge? Anaya Sakombi, à l'âge à l'âge de la jeunesse, à l'âge où une femme se recherche. Donc, voilà, j'ai 25 ans. Voilà, j'ai 25 ans. J'ai l'âge où une femme se projette. Elle redéfinit sa vie. Elle pense sur 5 ans, sur 2 ans, sur 3 ans. L'âge de la Sainte Catherine, comme diraient certains. Au moins, les gens ont compris que j'ai posé cette question. Okay. Alors, dans 1 minute, j'aimerais que vous puissiez me dire votre mot de la fin, quelque chose dont je n'ai pas pu mentionner, aux téléspectateurs qui vous suivent, un message. Mon mot de la fin serait vraiment de s'adresser aux institutions tutelles ou aux personnes qui sont à la charge de la jeunesse. Parce que c'est dommage, on a des jeunes qui créent de l'emploi aujourd'hui, aussi jeunes soient-ils, qui partent de rien, mais qui ne sont pas suffisamment soutenus. Mon message serait qu'on doit pouvoir soutenir effectivement la jeunesse et aussi l'accompagner en termes de financement. Parce que j'attends beaucoup de ce nouveau gouvernement, parce que je sens qu'il y a des ondes positives, il y aura peut-être un très grand changement et un bon changement, mais je m'adresse au ministère tutelle qui se charge d'accompagner la jeunesse dans ses projets, vraiment de croire en cette jeunesse. Parce que la jeunesse aujourd'hui, c'est le meilleur rempart pour lutter contre tout ce qui est défaillant aujourd'hui à tous les niveaux étatiques, à tous les niveaux des institutions. La jeunesse, c'est l'avenir du pays. La jeunesse, c'est l'image de cette RDC. On doit pouvoir l'accompagner, la soutenir et ne pas baisser les bras, de croire en elle surtout. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission exceptionnelle. Il y a un dicton qui dit aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Elle est jeune, très jeune, vous l'avez su, vous l'avez découverte. Une jeune fille à plusieurs casquettes, à plusieurs projets dont je n'oserais citer parce que c'est encore en gestation. Tout à fait. Et avec le temps, vous allez découvrir qu'est-ce qu'elle est en train de faire sur le terrain. Néanmoins, elle est en train de marquer son temps. Anaya Sakombi, merci parce que vous avez accepté notre invitation. Merci à vous. Ça s'est fait pour nous un réel plaisir. D'être invité par la chaîne Vert Pâturage. Et j'espère vraiment que vous, tout autant que ceux de la régie, avec mon action, tellement que j'ambitionne de la faire porter haut, aujourd'hui, vous aussi, vous serez revalorisés pour ce que vous accomplissiez. Tout à fait. Et on fera parler de vous en tant que personne intègre et honnête. Merci de nous avoir suivis ce soir. Merci beaucoup à la technique qui nous a accompagnés. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. Bye.